Ce commerce fonctionne très bien. Au XVIIIe siècle, avec la forte demande, les stocks de momies se vident et le produit miracle finit par se tarir. Pour faire perdurer un marché qui procure de gros bénéfices, les marchands orientaux se lancent avec frénésie dans la fabrication de fausses momies. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Un commerçant s'est dit, dans le fond, ils ne verront pas vraiment la différence entre une momie égyptienne et un cadavre récent. Donc, il a pris des morts de 3-4 années à peu près, des pauvres évidemment, qu'il a fait sécher au soleil. Il a imité un petit peu la momification, mais alors vraiment imité. Si la demande est forte, il se peut très bien que ça ait tenté certains de fabriquer des fausses momies. On est dans la loi du marché, hélas. Et donc la moumia a continué à prospérer. Ces fausses momies ont été vendues et consommées donc, en Occident très tard. Cette histoire de fausses momies vient donc semer le trouble sur la découverte de Svetlana Balabanova. Comment s'assurer que ces analyses ont été faites sur d'authentiques momies égyptiennes? Mummies that have no provenance, it's very complicated because for the longest time, mummies were moved illegally and without the provenance and without the scientific cautions that were taken. Si on n'a rien pour tracer leur histoire, ça reste des individus dont on a perdu toute l'histoire. Donc c'est très difficile de savoir justement par quoi elles sont passées. Les experts s'apprêtent à relever ce challenge monumental. Pour cela, ils peuvent compter sur les progrès de la science et l'histoire de l'Égypte antique. Ils ont à leur disposition un arsenal de techniques ultra performantes permettant de dater les momies. Il y a déjà donc le site où la momie a-t-elle été trouvée. Ensuite, la plupart du temps, ces momies se trouvent dans des sarcophages. Il y a des types de sarcophages caractéristiques de telle dynastie, de telle époque. Tout ça est possible à dater. On peut analyser, notamment par carbone 14, on peut examiner les techniques de momification, notamment les poses qui sont prêtées à la momie, ou la manière dont elle a été éviscérée. The more that we can find out about the mummy to be absolutely sure that it is a genuine mummy, the better, and that will help us in our investigation. Ces analyses poussées dévoilent leur premier secret. La seule momie présentant de la cocaïne et de la nicotine est identifiée. La piste de la fausse momie, elle s'amenuise, puisque tout tend à croire que c'est une vraie momie. Il y a une traçabilité aussi au niveau de son histoire. On sait qui c'est, une prêtresse. Elle s'appelle Enout Taoui, ce qui veut dire la régente des deux terres. Donc c'est pas quelqu'un de peu important. L'époque, c'est la 21e dynastie, et là nous sommes aux alentours de l'an 1000, avant Jésus-Christ. Exhumée de la nécropole de Der el-Bahari près de Luxor, elle a été très vite la propriété du roi de Bavière au XIXe siècle. Le monarque l'a ensuite confiée au musée d'art égyptien de Munich. Si l'authenticité de cette momie égyptienne est désormais prouvée, les examens ne permettent pas de le dire pour les autres. Il est donc impossible d'attester de manière formelle si ce sont de vraies momies. Les attentions se tournent alors vers la dépouille de la prêtresse Enout Taoui. Comment expliquer la présence de nicotine et de cocaïne sur cette relique? When we're happy that the scientific technique has been done correctly, and we're also happy that the mummy is a genuine ancient Egyptian mummy, we then have to consider other reasons why strange results might be occurring. Svetlana Balabanova ne sait pas comment expliquer la présence de cocaïne sur les momies africaines. Mais elle a une piste pour éclairer la présence de nicotine. La scientifique poursuit son investigation et fait des analyses sur des cadavres chinois et européens datant de l'Antiquité au Moyen-Âge. Elle pousse ses examens sur plus de 3000 cadavres. Sur la quasi-totalité, elle trouve de la nicotine. La chercheuse allemande en est persuadée, la plante de tabac était connue en Europe et en Afrique bien avant l'époque médiévale. In theory, they shouldn't be in Egypt. But is it possible that there are Egyptian plants which gives the same results? We don't know. We have to test that out. We have to find out that we're not getting a result from something that looks like tobacco or cocaine, but isn't actually tobacco or cocaine. Pour le savoir, l'archéobotanique est une arme de choix. Cette science permet de retracer les plantes du passé. Un atout majeur pour identifier les plantes au temps des anciens Égyptiens.
C'est une science qui est quand même assez bien développée, et ça veut dire que si on avait des plantes qui génèrent ce type de substance, elles devraient avoir été détectées, me semble-t-il. C'est un raisonnement statistique, en fait. Tobacco and coca, it was not planted there. The only place in Africa could have this in the ancient time is Namibia. And there's no relationship between Egypt and Namibia in this time. La Namibie, une terre de tabac. Seulement, les anciens Égyptiens faisaient-ils du commerce avec les Namibiens, c'est-à-dire avec une terre située à plus de 5000 km de chez eux? So the kind of thing that we recognize as tobacco definitely has a late 16th century introduction into this continent. So it is not very clear if there are other plants here that have died out or we have not analyzed properly and they have traces of nicotine in them. Cette piste d'un tabac africain, cher à Svetlana Balabanova, n'est pas partagée par la communauté scientifique. Cette problématique pose néanmoins question. Si les anciens Égyptiens avaient accès à de la nicotine et de la cocaïne, qu'en auraient-ils fait? Tobacco has a lot of characteristics which makes it perfect for mummification. It kills any kind of insects, worms, pests and all, also antibacterial. But what we can say from the cocaine, it's very similar like the nicotine. Dominique Görlitz a travaillé avec Svetlana Balabanova. Il partage son hypothèse de l'existence d'un tabac africain. Pour lui, la nicotine et la cocaïne seraient donc des substances adéquates pour fabriquer une momie. Afin de déterminer si ces plantes auraient pu être utilisées dans la momification de la prêtresse Hénou Taoui, il faut comprendre comment se crée une momie. Les Égyptiens sont convaincus qu'il y a une vie après la mort, donc ils vont développer des techniques pour figer en fait le corps et empêcher sa réduction en poussière. Et figer le corps est très important pour les Égyptiens parce que ça leur permet de venir se réincarner littéralement dans le corps. Mummification is about transforming the body from a human organic corpse into a divine object like a statue. Fabriquer une momie est un immense défi pour les anciens Égyptiens. Cela nécessite une parfaite connaissance de l'anatomie et beaucoup de patience. Le processus d'embaumement est long, 70 jours. Mais comment font-ils? Quelles techniques utilisent-ils? Sont-ils amenés à utiliser des plantes, et notamment des produits dérivés tels que la nicotine et la cocaïne? Ils vont vider le corps des organes qui entraînent sa putréfaction, ceux qui sont remplis de liquide, et puis ils vont essayer de sécher l'enveloppe corporelle. The main material that was used was the natron salt and the bitumen, which gave this dark color. But they definitely used plants to clean, to give a certain kind of protection. Des plantes sont utilisées sous forme transformée, notamment pour concevoir des onguents, une pâte posée sur la peau du défunt. La nicotine et la cocaïne en feraient-elles partie? De certaines plantes, on peut extraire des substances qui vont servir à fabriquer des onguents, des huiles, des aromates, des produits de synthèse. What kind of herbals they used, what kind of recipes they really used, we can only speculate with the data what ancient mummies are telling us today. So we have practically no idea. S'il est vrai que les techniques de momification sont loin d'être toutes élucidées, le champ de la connaissance est déjà bien avancé. La grande majorité des spécialistes de l'Égypte antique s'accordent à dire qu'il ne faut pas chercher la présence de ces substances dans le processus de momification. They didn't use cocaine, they didn't use tobacco or anything similar that might give a similar result. La réponse est non. Donc ça n'a pas été utilisé pour momifier. Du coup, d'où est-ce que ça pourrait provenir? Les anciens Égyptiens auraient-ils eu accès à des variétés de plantes étrangères pouvant contenir de telles substances? Que savons-nous de leur connaissance des plantes? Un monument de l'Égypte antique présente un inventaire des plantes connues des anciens Égyptiens, le jardin botanique de Karnak. Il est l'œuvre d'un des plus grands pharaons de l'histoire, Thoutmôsis III.
Toute sa vie, ce naturaliste et botaniste dans l'âme s'est passionné pour la faune et la flore du monde. Dans ce jardin botanique, Thutmose III a fait représenter un certain nombre de plantes, dont certaines très mystérieuses. Il y a des centaines et des centaines de noms de plantes, dont certaines ne sont toujours pas identifiées. Y a-t-il le tabac parmi ces plantes? Et y aurait-il de la cocaïne? Sur les murs du jardin botanique sont dessinées des plantes égyptiennes, d'autres imaginaires, mais aussi des étrangères. Seulement, elles ne sont pas toutes identifiables. On a des plantes qui ont disparu. Donc effectivement, ce que l'on voit, c'est que le biotope évolue. Et qu'il y a des plantes qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. There are also a lot of plants that we didn't know existed in ancient Egypt that we discovered in sites. I myself also have some plants that I discovered for the first time. The more we excavate, the more material we get. We update our knowledge, of course. Le milieu biologique propre à l'Égypte antique, le biotope, ne permet pas de résoudre l'énigme de la présence de ces drogues américaines sur les momies égyptiennes de Svetlana Balabanova. Comment expliquer alors l'existence de cocaïne et de nicotine sur les momies du musée de Munich? Ces anciens Égyptiens n'ont pas fini de m'étonner et vraiment, rien ne me surprendra. À chaque fois qu'on creuse un petit peu un domaine et qu'on franchit, je dirais, la barre du égyptologiquement correct, voilà, et ben on a des surprises. On a de grandes surprises. Il me paraît quand même assez étonnant qu'en archéobotanique égyptienne, on n'a jamais trouvé de traces de ces plantes qui ne sont connues, jusqu'à preuve du contraire, que sur le territoire américain. Ces substances ne pourraient-elles pas venir d'ailleurs? D'autres régions du monde plus proches avec qui les anciens Égyptiens entretiendraient des relations commerciales? Les pharaons exploraient le monde au-delà de leurs frontières en menant de grandes expéditions dans les pays limitrophes. La plus célèbre de ces expéditions eut lieu au pays de Punt, un haut lieu commercial sous l'Antiquité qui se situerait probablement au nord de la Somalie actuelle ou sur les côtes du Yémen ou d'Oman. We don't exactly know where Punt is actually, but it seems to be somewhere further down Africa, and they would sail there and they would collect goods from Punt. Punt was a major trading place for the Egyptians, certainly, because this is, of course, where incense came from. These plants were brought back. But not only the incense, she also brought back the coconut palm. Ces plantes ne poussent pas en Égypte. Est-il donc possible d'imaginer que d'autres plantes pouvant contenir de la cocaïne et de la nicotine aient pu transiter par Punt? Difficile à dire. Ce que l'on sait, c'est que les anciens Égyptiens sont au sein d'un réseau de connexions internationales qui leur permet d'avoir accès à de nombreuses denrées provenant de l'étranger. Les Égyptiens vont chercher toujours plus loin des nouvelles denrées et s'ils ne les trouvent pas eux-mêmes, du moins des gens pour échanger avec eux. Here we have Egypt, right here, where we have all of Africa, we have the Mediterranean, we have the Near East, and then from there on, further east. So the Egyptians really had a key role in a complex network of trading. L'archéologie a permis d'identifier certains produits utilisés provenant de l'étranger. L'exemple le plus parlant est celui des lapis-lazuli. Ces pierres bleues proviennent d'Afghanistan, une terre située à plus de 4000 km à l'est des frontières de l'Égypte. Lapis lazuli was coming from Afghanistan, but not directly. It would go to traders in another part of Afghanistan, go through Persia, come through the Fertile Crescent, go through the Levant, and finally wind up in Egypt. C'est bien attesté parce qu'on a des grosses quantités de lapis-lazuli retrouvés en Égypte qui nous assurent qu'il y avait une chaîne d'approvisionnement régulière et importante. Pour la nicotine, on n'a pas grand-chose. On n'a rien même.